Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, un grand forum un peu particulier aujourd'hui pour m'accompagner Ousmane Timera. Comment il va, Ousmane? Bonjour à tous et à toutes. Oui, je vais très bien. Dieu merci, je suis très content d'être ici et surtout pour participer à un débat qui, je l'espère, intéressera chacun et chacune d'entre nous. Je l'espère en tous les cas, effectivement, puisque nous allons partir à la découverte donc de l'Algérie, ce très beau pays à travers son histoire, sa société, sa politique, son économie, mais aussi sa culture. Pour le faire, nous avons invité monsieur Massensen Charbi. Bonjour Massensen Charbi. Bonjour Christophe, merci beaucoup pour votre invitation et bonjour évidemment à tous les auditeurs. Vous êtes diplômé en droit et en histoire, spécialiste de l'Afrique du Nord, on peut le dire, et vous êtes donc l'auteur de ce livre Algérie, donc dans les éditions Le Book. Un livre qui est donc sorti au mois de novembre 2015, c'est ça? À la fin du mois d'août 2015. D'accord, je suis un peu en retard, c'est pas grave. En tout cas, un ouvrage que l'on peut se procurer partout, dans toutes les bonnes librairies. C'est un livre que vous avez eu envie de faire pour parler de l'histoire de ce beau pays qu'est l'Algérie, parce que, force est de le constater aujourd'hui, en Algérie, on occulte cette partie de l'histoire dans les manuels scolaires. Elle n'existe pas. Disons que en France même, ce pays est très méconnu. Généralement, en fait, on ne le connaît que par le biais, on en parle généralement que pour parler de la guerre d'Algérie ou pour parler de la décennie noire des années 90, voire lorsqu'il y a un attentat ou des élections en Algérie. Ouais. Mais son histoire profonde, sa culture, on en parle extrêmement peu. Elle est très peu connue. Elle est très peu connue en France par les Algériens d'origine eux-mêmes. Elle a été occultée, du moins pendant un temps, en Algérie. On va sans doute en reparler. Et c'est un pays à découvrir ou à redécouvrir selon les lecteurs du livre. Mais en tout cas, on y trouvera la base, les grandes définitions, les grandes dates, les grands noms pour connaître ce pays, ce grand pays, le plus grand pays de la Méditerranée et le plus grand pays d'Afrique en termes géographiques, et néanmoins le plus méconnu de ces régions. Alors j'espère que ce voyage va être extrêmement intéressant. Première question, Ousmane, vous avez été chargé de lire ce livre, je vous ai chargé de lire ce livre. En résumé, qu'en avez-vous pensé? Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas algérien. Ça vous a quand même intéressé? Non, je ne suis pas algérien, mais ça m'a intéressé parce que le Maghreb, de manière générale, enfin, moi déjà, je suis donc d'origine sénégalaise. J'ai grandi en France. Ma spécialisation, entre autres que les sciences politiques et les politiques publiques locales, c'est l'islamologie et les sciences islamiques. Et donc, de ce fait, l'histoire de la civilisation musulmane de Jakarta à Dakar m'intéresse. Et donc, à plus forte raison, les pays du Maghreb. Deuxièmement, en tant que Français qui a grandi dans les quartiers populaires, la question de la colonisation et la sensibilité à la question algérienne m'a plus d'une fois interpellé. Et donc j'ai pris vraiment plaisir à lire ce livre parce que en termes de culture générale, ça m'a apporté. Ça m'a permis aussi d'avoir une vision beaucoup plus longue en termes historiques de l'histoire et donc de dépasser juste l'actualité. Parce qu'effectivement, on ne connaît l'Algérie souvent qu'à travers l'actualité et donc on n'a pas le recul qui nous permette d'insérer les moments, les événements dans leur longue histoire et donc de comprendre la culture, la mentalité, l'histoire d'un pays plus que millénaire qui a eu plusieurs vagues de population, plusieurs religions, une histoire longue. Donc oui, j'ai beaucoup appris, mais on retrouvera dans plus de détails tout à l'heure. Les auditeurs peuvent, s'ils le souhaitent, bien sûr, en écoutant, bien sûr, en apprenant aussi, parce qu'on va apprendre beaucoup dans cette émission aujourd'hui, intervenir s'ils souhaitent avoir des éclaircissements, poser des questions à Massensen Charbi qui est avec nous aujourd'hui jusqu'à 18h au 08 92 23 99 50, par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr. Et donc on va commencer cette émission en explorant, si vous le voulez bien, Monsieur Charbi, l'aspect historique de l'Algérie. Alors c'est vrai que si vous me posez la question, mais quand est-ce qu'est apparue l'Algérie, qui a été les premiers habitants de ce pays d'Algérie, comment il a été constitué, je serais incapable de vous répondre. Alors est-ce qu'on peut d'abord avoir brièvement brasser un petit peu les premières heures, les premières années de ce beau pays qui est aujourd'hui l'Algérie?
Alors déjà rappeler que géographiquement l'Algérie se situe au cœur du Maghreb, de l'Afrique du Nord, et que évidemment historiquement parlant elle est liée à tous ces pays-là, et que parler de l'histoire ancienne de l'Algérie c'est évidemment parler de l'histoire ancienne de ces pays voisins. Elle est liée. Elle est liée évidemment, hein, ça peut paraître évident, mais au moins le redire. Et aussi loin que l'on remonte, en tout cas culturellement parlant, linguistiquement parlant, on ne retrouve pas linguistiquement parlant de traces autres antérieures à l'apparition, à l'avènement de la langue berbère dans la toponymie algérienne. Vous ne trouvez pas de langue, par exemple, antérieure, de toponyme antérieure à la langue berbère. Donc, la première population, historiquement parlant, attestée de l'Algérie, du Maghreb et de l'Afrique du Nord, ce sont évidemment les Berbères, que l'on connaît dans l'Antiquité, notamment par exemple sous Hérodote, sous le nom de Libyens, qui sont aussi connus sous le nom, chez les auteurs grecs et latins, de Mazikès, qui en toute vraisemblance est le Mazir, Amazir et Maziren d'aujourd'hui. Populations qui vont se faire connaître dans les guerres avec l'Égypte, où ils vont fonder une dynastie pharaonique, et qui vont se faire connaître avec l'avènement de Carthage par les marchands phéniciens en 814 avant Jésus-Christ d'après la tradition. Et puis là, on va finir par connaître, notamment à partir de la deuxième guerre punique, d'après les auteurs antiques, des royaumes autochtones berbères qu'on appelle Numides, avec les Numides de l'Est et les Numides de l'Ouest. Les Numides de l'Est étant les Massiles, les Numides de l'Ouest, les Massaéciles. Et donc là, historiquement, c'est là que l'Algérie actuelle, évidemment qui n'existait pas à l'époque, mais la Numidie, qui peut être considérée comme un État ancêtre d'Algérie actuelle, apparaît donc vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Lors des guerres entre Carthage et Rome, la Numidie se trouve entre Rome et Carthage. Elle est partagée entre ces deux puissances, et les auteurs antiques commencent à nous donner des indications sur les populations locales. C'est l'époque de Massinissa, et donc c'est l'entrée dans l'histoire de l'Algérie antique. Alors j'ai eu à lire aussi un petit peu et à m'intéresser. On avait aussi l'apparition des fameux Capsiens. Vous avez quelque chose là-dessus ? Ils ont été notamment, les Capsiens, l'homme de Gafsa, hein, ça vient de là, Gafsa dans l'actuelle Tunisie, parce que pour la première fois, on a découvert ce type d'homme préhistorique dans cette région-là. Ils ont été tout particulièrement étudiés par Gabriel Camps, préhistorien, proto-historien, antiquisant, mort au début des années 2000. Et on les considère effectivement comme une partie essentielle, comme les ancêtres de la population nord-africaine maghrébine actuelle, effectivement. Avant les Berbères. En termes préhistoriques. Non. Ce sont les ancêtres, ce sont les premiers Berbères, si vous voulez. Parmi les premiers Berbères, puisqu'il y a eu plusieurs populations qui ont formé la population nord-africaine. D'accord. Donc là, on est à l'époque. C'est totalement lié. On est à l'époque donc de cette fameuse Numidie qui était assez large. Finalement, qui allait, vous le disiez donc tout à l'heure, qui allait jusqu'où d'ailleurs, même jusqu'en Europe, non, paraît-il? Alors, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on a la Maurétanie qui correspond grosso modo au Maroc actuel, puis de la Moulouya jusqu'à l'intérieur tunisien, voire avec les expansions de Massinissa jusqu'au Sirte en Libye. On a la Numidie. Donc qui recouvre tout le nord algérien actuel, une partie de l'est du Maroc, l'intérieur tunisien, et avec les extensions de Massinissa, toute une partie de la Libye. Et donc à cette époque-là, on parlait berbère. On parlait berbère, on appelle ça le libique, le libico-berbère pour les antiquisants. On parlait berbère, mais aussi dans les villes, on faisait usage du punique, la langue des marchands phéniciens. Et on avait déjà un bilinguisme, voire un trilinguisme, puisque le grec, Massinissa va promouvoir l'hellénisme, et plus tard, le latin va s'imposer en Afrique du Nord. Donc déjà, ce bilinguisme, ce trilinguisme, dès l'Antiquité, existe en Afrique du Nord. D'accord. Ousmane. J'ai vu aussi que qu'il y a une personnalité, je l'ai découverte en fait en lisant votre livre concernant Sophonisbe, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Sophonisbe ou Sophonisbe, Sophonisba en latin, en italien. Qui fut même l'objet d'opéras, notamment au cours du 19e siècle. Vous pouvez dire quelque chose là-dessus ? Oui, donc Sophonisbe, c'est une Carthaginoise qui aurait été promise dans sa jeunesse à Massinissa, parce que Massinissa c'était le fils de Gaïa, Gaïa qui était le roi des Numides de l'Est, proche de Carthage,
Et finalement, elle a été donnée en mariage, cette belle femme, cette belle carthaginoise qui parlait les langues, qui maîtrisait, qui savait jouer de la musique, qui avait beaucoup de qualités. Elle a été donnée en mariage à l'aîné de Massinissa, le roi Sifax, roi des Numides de l'Ouest, qui a rejoint la guerre, la deuxième guerre punique du côté de Carthage, qui a été défait par les troupes romaines dont Massinissa était allié. Et lorsque Massinissa a pris Cirta, la Constantine actuelle, il a trouvé ou retrouvé Sophonisme, et plutôt que de la livrer aux Romains qui voulaient comme Sifax Sophonisme pour leur triomphe à Rome, Massinissa l'a épousée pour lui éviter une telle déchéance, et parce qu'il était follement amoureux d'elle. On parlait de déchéance déjà à l'époque. Hein. Et Scipion l'Africain, le général romain, va la réclamer. Et Massinissa, plutôt que de la lui donner, va envoyer à Sophonisme du poison, avec lequel elle va se suicider, et ça va nous faire une belle tragédie, une tragédie antique, qui durant tout le Moyen-Âge va être connue en Europe occidentale, et à partir de l'époque moderne, de la Renaissance, de l'époque baroque, va donner des pièces de théâtre, des opéras, tout un certain nombre de tableaux. Et la première pièce française de 1634 à avoir appliqué la règle des 3 unités de Jean Marais, c'est la sophonisme. Donc vous trouvez Massinissa, sophonisme, Sifax. Massinissa dans le français du XVIIe siècle, on le prononce Massinissé. Et Pierre Corneille va aussi en faire une pièce de théâtre. Voltaire, on va avoir des opéras, Francesco Cavalli, etc. Quelque chose de très connu dans l'Occident et qui paradoxalement au Maghreb, à partir de l'époque islamique, va être totalement oublié et qui ne va être redécouvert qu'au 19e et surtout 20e siècle. Donc quelque chose qui est paradoxalement une partie de l'histoire de l'Algérie, de l'Afrique du Nord, très connue en Occident et très méconnue en Afrique du Nord et au Maghreb, et encore à l'heure actuelle, c'est quelque chose de très méconnu. Et vous avez 2 films italiens absolument magnifiques qui retracent cette histoire-là, de Massinissa, de Sophonisme, de Sifax, à l'époque de la Deuxième Guerre punique, qui sont très peu connus, qui sont 2 grands péplums, qui sont très peu connus des Maghrébins, c'est ça que je veux dire. 2 grands péplums italiens absolument magnifiques, un de 1914 qui s'appelle Cabiria, l'autre de 1937 qui s'appelle Scipion l'Africain. 2 très grands films italiens qui sont malheureusement totalement méconnus du public maghrébin. Alors, là on parle, donc on est à l'époque, on est à quelle époque là à peu près? 3e siècle? Là on est au 2e, 3e siècle. 2e, 3e siècle. L'Algérie ne s'appelle pas encore l'Algérie? Non. Évidemment, mais aucun des pays du Maghreb ne s'appelle comme il s'appelle aujourd'hui à cette époque. Il y a un autre personnage, peut-être avant de passer peut-être à la période romaine et ensuite la période musulmane, c'est bien sûr Saint-Augustin, le père de l'Église romaine. On connaît le grand théologien qu'il fut. C'était un Algérien, un berbère. Et il parlait le berbère d'ailleurs. Alors, parlait-il le berbère? Ça, on ne le sait pas. Il parlait le latin, mais comme j'allais dire, si l'Algérie était restée plus longtemps sous domination française, sans doute y aurait-il eu des Algériens autochtones qui ne seraient plus que francophones aujourd'hui. C'est ça que je veux dire par là. En tout cas, il est en toute vraisemblance d'ascendance berbère. Il est né au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ à Tagaste, actuel Soukharas, donc en plein cœur de ce qu'on appelait la Numidie autrefois. Ouais. Il est mort à Hippone en 430 et effectivement c'est sans doute l'auteur de l'Antiquité dont il nous reste le plus d'écrits. Un auteur éminemment important pour le christianisme, pour la pensée occidentale, en général, qui est malheureusement trop méconnu dans son pays d'origine. Quand vous prenez le plus grand spécialiste de Saint-Augustin, ils sont italiens, ils sont allemands, ils sont français, américains et autres, mais pratiquement jamais, si ce n'est jamais, algériens. Et on a commencé à partir des années 2000 à reparler de Saint-Augustin en Algérie même, notamment à travers son africanité, ses origines africaines, berbères, comme vous disiez. Saint-Augustin se revendiquait africain, même si africain n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Il disait lui-même afarsum en latin, je suis africain. Et à partir des années 2000, on a commencé à reparler de Massinissa en Algérie, et on a restauré récemment la basilique qui lui avait été consacrée à Annaba, qui a été construite il y a de cela une centaine d'années dans un style néo-mauresque absolument magnifique. Et on peut encore y voir une relique de Saint-Augustin, son cubitus, qui est exposé à Annaba, antique Hippone. Y a-t-il des dates ou des événements importants que vous souhaiteriez nous faire partager justement à l'époque de cette Numidie, avant de passer à la suite, c'est-à-dire à la période romaine, puis à l'arrivée de l'islam?
Les grands épisodes, c'est Massinissa qui en 203 va vaincre Syphax et à partir de cela va fonder un royaume, va régner pendant une 50aine d'années sur une Numidie qui s'étend donc, comme je viens de le dire précédemment, de l'Est marocain jusqu'à la Libye actuelle, où il va avoir un règne extrêmement prestigieux, où on a par exemple le roi de Cyrénaïque, futur pharaon d'Égypte, Ptolémée VIII et Vergette II, qui va lui rendre visite à Massinissa à Cirta, l'actuelle Constantine, un roi qui va être connu pour le développement de l'agriculture, qui va exporter du blé jusqu'en Grèce, où on va lui édifier des bustes. Et à la mort de Massinissa, va lui succéder son fils Micipsa, qui va lui-même régner une 30aine d'années. Puis, suite à la mort de Micipsa, le royaume va être morcelé et en trois. Et l'un des trois prétendants au trône, Jugurtha, va rentrer en guerre contre ses deux concurrents, ce qui va causer la colère du Sénat romain, qui va faire intervenir l'armée romaine en Numidie. Et là, comme vous le savez, Jugurtha va résister durant plusieurs années avec tout un tas de péripéties racontées dans la guerre de Jugurtha de Salluste, de l'intérieur tunisien actuel jusqu'au Maroc actuel. Il va résister contre l'envahisseur romain et il deviendra plus tard, dans le nationalisme algérien, notamment sur la plume de Jean El Mouhoub Amrouche, un éternel résistant, l'éternel Jugurtha, va écrire Jean El Mouhoub Amrouche dans les années 1940. Un Jugurtha qui va être comparé avec, pour le 19e siècle, la figure de l'émir Abdelkader, l'éternel résistant à la colonisation romaine, mise en parallèle avec la colonisation française. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais aborder avec vous. Il apparaît pas dans votre livre. C'est la place du schisme chrétien dans cette région, notamment le schisme que va créer l'arianisme. Entre autres, pour ceux qui savent pas, l'arianisme, c'est une doctrine chrétienne qui proclamait, assez majoritaire d'ailleurs dans le monde chrétien antique, qui proclamait l'idée que Jésus était juste un prophète et qu'il n'était point le Fils de Dieu, qui était professé par l'évêque Arius. Et cela va donner d'ailleurs un certain nombre de polémiques qui vont essayer d'être réglées lors du concile de Nicée en 321. Et puis ensuite, j'ai découvert que beaucoup des pays du Maghreb, jusque l'Andalousie, la plupart des Berbères d'ailleurs, enfin des barbares qu'on appelle Wisigoths et autres, étaient au fait déjà des chrétiens, alors qu'on nous dit dans l'histoire française que c'était des païens qui sont ensuite convertis par Clovis au christianisme, qui en fait était le catholicisme. Donc qu'est-ce que vous dites de cette période de l'histoire? Alors j'en ai parlé des Ariens en Afrique du Nord, mais justement en fait ce n'étaient pas les populations nord-africaines qui étaient visées, qui avaient adopté l'arianisme. C'est les Vandales, peuple originaire du nord de l'Europe, qui a envahi au début du 5e siècle l'Afrique du Nord, qui était Vandale et qui va justement persécuter les populations locales parce qu'elles croyaient en la Trinité, alors que les Vandales, comme vous le savez, nient la nature, les Ariens, nient la nature divine du Christ. Et donc il faut distinguer l'arianisme, qui est une hérésie qui a été adoptée par un peuple étranger qui a dominé l'Afrique du Nord à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'arrivée des Byzantins, mais qui était une religion étrangère, si vous voulez. Les populations locales n'ont jamais adopté l'arianisme. Alors que les populations locales, par contre, ont été touchées par un schisme dont j'ai parlé, parce que ça c'est extrêmement important pour comprendre l'Afrique du Nord, qui est le schisme donatiste. Oui, j'ai vu ça. Donatiste. C'est-à-dire qu'à partir du 4e siècle, du début du 4e siècle avant Jésus-Christ, l'Église d'Afrique était extrêmement prestigieuse. Comme vous le savez, le christianisme a été autrefois très répandu en Afrique du Nord, notamment dans l'Est algérien et la Tunisie actuelle. Rappelez-vous que l'Afrique du Nord a donné 3 papes à l'Église, dont Saint Victor qui a introduit le latin à Rome, parce qu'avant, les premiers papes parlaient le grec à Rome. Et donc, en fait, à partir de la reconnaissance du christianisme par Constantin, s'est posé la question, un évêque, en fait, de Carthage avait été nommé, et un certain nombre de personnes remettaient en cause la légitimité de cet évêque parce que ceux qui l'avaient consacré et lui-même auraient plus ou moins participé ou laissé faire les persécutions contre le christianisme qui avaient eu lieu antérieurement. On va contester la légitimité de cet évêque de Carthage et ça va créer un schisme en Afrique du Nord, le schisme donatiste. Et sur ce schisme va se rajouter en fait un conflit social, si vous voulez, où les populations pauvres de Numidie, les pauvres paysans,
vont massivement rejoindre ce schisme. Et c'est ce qu'on va appeler le mouvement des circoncilions. C'est-à-dire que vous avez des paysans qui vont, au nom de ce courant religieux, arriver dans des fermes. Par exemple, on a une anecdote qui nous est donnée. Alors cette anecdote, c'est que un jour, vous avez des circoncilions qui débarquent justement dans une ferme. Ils prennent le propriétaire de la ferme, ils lui demandent de tirer la charrette, ils mettent tous les esclaves sur la charrette. Vous voyez, on a une espèce de lutte des classes entre guillemets au IVe siècle après Jésus-Christ, à travers ce courant donatiste et le courant le plus extrême de ce courant donatiste, qui est le courant circoncilion. C'est un peu un intégrisme, si vous voulez, avant l'heure. Qui a une origine religieuse et puis qui va prendre rapidement une connotation sociale. Et il y avait aussi une petite spécificité de l'Église d'Afrique par rapport au restant du christianisme de l'époque, c'est que les chrétiens nord-africains étaient un peu plus intégristes entre guillemets que d'autres, c'est-à-dire que par exemple on trouve ça chez Saint Cyprien, alors que l'Église de Rome reconnaissait le baptême des hérétiques, c'est-à-dire que lorsqu'on est baptisé chez un courant hérétique et qu'on devient catholique entre guillemets, qu'on adopte la religion orthodoxe, qu'on se convertit à la religion orthodoxe, on n'a pas besoin d'être rebaptisé. Eh bien ça n'était pas accepté par les chrétiens nord-africains, notamment Saint Cyprien. Voilà. Alors il faut qu'on avance un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire pour voyage, bien entendu. Je me permets juste un petit quelque chose. Je vous en prie. Alors c'est très important de connaître ce courant donatiste qui était répandu chez les populations berbères de l'Afrique du Nord profonde à la fin de l'Antiquité romaine, parce que justement quand l'islam va arriver au Maghreb, eh bien en toute vraisemblance, les populations qui étaient autrefois adeptes du schisme donatiste, qui étaient persécutées par les autorités romaines, eh bien, elles vont plus facilement adhérer évidemment à l'islam. Alors justement, comment on peut expliquer, comme vous venez de l'expliquer d'ailleurs fort bien, cette période avec ces chrétiens qu'on peut qualifier d'un peu extrémistes, quoi, quelque part, que l'islam ait pu s'installer tranquillement, j'allais dire dans cette partie du monde, quoi. Comment ils se sont pris? Tranquillement, c'est un bien grand mot, mais... Alors, l'islam, les califats islamiques, bien guidés d'abord, entre guillemets, puis Omeyyades, ne se sont pas installés facilement du tout en Afrique du Nord. Il y a eu la conquête de l'Afrique du Nord a pris près d'un demi-siècle. La fondation de Kairouan, c'est 670. La destruction par Uqba ibn Nafa, la destruction définitive de Carthage, c'est 698. La mort de la Kahina, c'est dans ces années-là. La conquête de l'Afrique du Nord va être extrêmement difficile, alors que la conquête de l'Égypte, à l'époque des califes bien guidés, entre guillemets, ou du Cham, avait été expéditive. La conquête de l'Afrique du Nord va être extrêmement difficile, il va y avoir une opposition, une résistance des populations chrétiennes et berbères. Mais est-ce qu'il y avait une véritable volonté au début de conquérir entre guillemets ces territoires? D'après ce que vous dites, c'était pas vraiment leur objectif, en tout cas au début. Au tout début, ce qu'on a, c'est des razzias. C'est des razzias, c'est-à-dire que on pénètre l'Ifriqiya, c'est-à-dire grosso modo l'actuelle Tunisie, la riche Africa de l'Antiquité, et on revient en Égypte, qui était la base arrière pour la conquête de l'Afrique du Nord. Ouais. Et en fait, la conquête de l'Afrique du Nord ne va se faire de façon certaine qu'à partir de Muawiyah, le premier calife omeyyade, et elle va s'accélérer par la suite. Va être envoyé d'abord le principal conquérant Uqba ibn Nafa, qui va être tué par Koseila. Puis de nouvelles conquêtes vont se faire, et là c'est la Kahina qui va, reine des Aurès, qui va défendre la région face aux envahisseurs. On peut appeler ça on peut la qualifier de grande résistance? Oui, on peut la qualifier de résistance. Quel point de vue? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je pose la question. Vous savez, c'était de résistance. À l'époque, c'est par rapport à une occupation politique. Ouais. Et la seule date dont on soit, donc la Kahina meurt vers les années 690-700. La seule date dont on soit certain, c'est la destruction définitive de Carthage. Ouais. Au risque de me répéter, donc la conquête de l'Afrique du Nord a pris près d'un demi-siècle. Ouais. Et une fois que l'Afrique du Nord appartient désormais au califat omeyyade,
Comme vous le savez, en 711, un certain nombre de Berbères vont être enrôlés pour la conquête d'Al-Andalus. La plus stricte majorité des troupes, selon les différentes sources qui ont participé à la conquête d'Al-Andalus, de l'Andalousie, sont berbères, sous la direction de Tariq ibn Ziyad, qui est un berbère lui-même. Qui va donc donner d'ailleurs son nom à Gibraltar. Exactement. Jabal Tariq. Mais très rapidement, par la suite, en fait, en 739-740, vous allez avoir des révoltes berbères qui vont mettre fin à la domination arabe omeyyade, au nom de courants dissidents de l'islam, notamment le sufrisme d'abord, qui est un courant de l'islam qui n'existe plus, et de l'ibadisme. Et ils vont fonder des émirats dans l'ouest du Maghreb, l'ouest algérien actuel, le centre algérien et le Maroc actuel, qui vont se rendre indépendants du califat omeyyade, puis du califat abbasside qui va lui suivre par la suite. C'est-à-dire que la domination arabe pour une grande partie du Maghreb est extrêmement courte en réalité. Par contre, ils vont s'islamiser. Le christianisme endogène ne va disparaître qu'au XIIe siècle, va disparaître au XIIe siècle. Et l'islamisation va être relativement rapide comparée au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, là où même où est né l'islam, où il y a encore des chrétiens, au Maghreb, le christianisme endogène va disparaître totalement au XIIe siècle. Et l'islam va se répandre, et là c'est tout le paradoxe, il va se répandre dans l'ouest du Maghreb notamment, indépendamment des califats orientaux, puisque les Berbères seront devenus indépendants des califats orientaux en suivant des courants dissidents de l'islam dans un premier temps. Alors il y a une question quand même qui me taraude et que j'ai pas trouvé dans votre livre. Il a fallu que j'aille chercher dans mes connaissances ou dans d'autres livres. C'était la raison pour laquelle ces décisions de conquête du Maghreb a eu lieu. Vous en parlez pas trop. Alors, vous semblez indiquer dans certaines pages que l'Africa la riche pouvait à un moment donné susciter certaines convoitises, que l'objectif c'était à côté du fait de propager bien sûr le message de l'islam, mais c'était surtout de faire des guerres et de récupérer du butin. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons ou parce que moi j'ai une autre théorie, mais apparemment il n'y a pas beaucoup d'éléments historiques sur cette situation-là. Alors, l'un des premiers auteurs, le premier auteur à parler de la conquête de l'Afrique du Nord, c'est Ibn Abd al-Hakam, qui est un auteur égyptien. Et en fait, le grand problème pour la conquête islamique ou arabe de l'Afrique du Nord, vous voyez, les termes sont tout à fait extrêmement sensibles selon lequel on utilise. Et en fait, les textes dont on dispose pour les futuhat, les ouvertures, les conquêtes islamiques arabes de l'Afrique du Nord, sont postérieures à l'époque omeyyade. D'accord. L'époque omeyyade, c'est le cœur de la conquête de l'Afrique du Nord, et elle date de l'époque abbasside. Pourquoi je dis cela ? C'est très important. Évidemment. Parce que comme elles ont été écrites à l'époque abbasside, les auteurs sont pro-abbassides, et donc forcément ils ont un contentieux avec les anciens gouverneurs de l'époque, les anciens gouverneurs ou califes de l'époque omeyyade, et vont chercher plus ou moins à les décrédibiliser. D'accord. Et donc ces sources sont, c'est un fait, c'est comme cela, malheureusement tout à fait sujettes à caution. Sujettes à caution, voilà, exactement. Mais on ne dispose que de ces sources. Donc, mais est-ce qu'on peut émettre comme théorie ? On va faire une petite pause si vous permettez, messieurs. On va poursuivre évidemment cette discussion. Moi, je vous poserai la question, est-ce qu'il y a eu justement pendant la conquête, j'allais dire, par l'islam, par les Arabes au Maghreb, est-ce qu'il y a eu des foyers de résistance un peu plus conséquents dans certaines parties du Maghreb et de l'Afrique du Nord? Je vous poserai la question dans un instant. Également la question du jour, on ne l'a pas oublié parce que Sophia est là, on va la saluer dans un instant aussi. On aura notre minute consacrée à Moussa, cet humanitaire employé par Baraka City qui, vous le savez, est en prison au Bangladesh, et nous demandons sa libération, et nous prenons des nouvelles évidemment quotidiennes dans cette chronique qu'on a intitulée La Minute de Moussa à suivre. On va aussi parler des différentes colonisations, comment l'Algérie a pu se faire coloniser de la sorte par plusieurs pays. Peut-être la période la plus longue, ce fut la France. Et puis évidemment parler en dernière partie tout à l'heure de l'Algérie actuelle, de son indépendance de 62. Finalement, c'est un pays très jeune à aujourd'hui, avec différents périples évidemment que l'Algérie a connus, et notamment cette guerre civile en 92. À tout de suite. Disait Massa Hassan Charbi, qui est notre invité aujourd'hui, auteur du livre Algérie, sorti donc depuis le mois d'août 2015. On vous mettra d'ailleurs le livre en photo, comme ça vous pourrez avoir toutes les références pour vous le procurer, parce que c'est important de connaître ses racines, j'allais dire, et son histoire.
C'est ce qu'on va essayer de faire au cours de cette émission. Alors on va essayer d'aller vite parce que le temps passe très vite malheureusement. Donc on va devoir aller assez vite. Quoi qu'il en soit, vous aurez toutes les références sur la page Facebook France Maghreb 2. Alors on va poursuivre évidemment notre petit voyage, j'allais dire dans le temps. Mais d'abord on va saluer notre petite princesse à nous. Sophia, comment va-t-elle? Bonjour Christophe, ça va et toi? Bonjour messieurs, dames, et excusez-moi du retard. Voilà. Alors, Sophia, la question du jour, parce qu'on ne déroge pas évidemment à la règle de cette émission. Chaque jour, Monsieur Master CN Charby, on pose une question à nos auditeurs, une question liée à l'actualité. Et aujourd'hui, quelle est cette question, Sophia? Hollande et Valls veulent gouverner en suivant l'opinion publique lorsqu'elle est favorable à leur thèse sur la déchéance. Voilà un retournement inattendu. Les Français préfèrent l'indignité pour tous à la déchéance des binationaux. Hollande et Valls suivront-ils l'opinion publique pour retenir l'indignité et retirer de leur projet la déchéance selon vous? Donnez-nous votre avis sur la page officielle de la radio France Maghreb 2. Exactement, et dès qu'il y a évidemment des commentaires, vous serez en charge de nous les lire, très chère Sophia. Alors, Ousmane Timéra qui est avec nous évidemment, qui a lu ce livre Algérie. On a parlé donc de toute cette époque, donc de la préhistoire, j'allais dire des origines, des premiers habitants, de la première langue parlée, de cette religion aussi qui s'était installée, ce catholicisme quelque peu Christianisme, on dira. Ouais, ce christianisme un peu dur, quoi. Dans son courant donatiste. Et donc on en était arrivé avant la pause à l'arrivée donc de l'islam, de ces Arabes qui ont voulu donc. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont voulu conquérir cette partie de l'Afrique du Nord? Est-ce que l'idée de départ était de vouloir conquérir toute cette partie du monde? Non, l'idée de départ, les premiers raids, ce sont des razzias. C'est-à-dire que on va dans l'actuelle Tunisie, pour faire simple, et puis on retourne en Égypte. On retourne en Égypte ou en Libye où il y avait des bases. Dès les califes bien guidés, la Libye avait déjà été conquise en même temps que l'Égypte. Ouais. Mais par la suite, dès les Omeyyades, il y a une idée de conquête, de s'imposer territorialement sur place, notamment avec la fondation dès 670 de Kairouan. J'aimerais juste rajouter quelque chose pour répondre à Ousmane, justement, sur toute la complexité des futuhat, des conquêtes islamiques. Justement, dans mon livre, vous allez trouver les bases, la base de la base, fondation de Kairouan, destruction de Carthage, Kosaïla, la Kahina, etc. Et si vous voulez aller plus loin, c'est tout l'intérêt de mon livre. C'est un livre en table gigogne, si je puis dire, c'est-à-dire que vous allez trouver la bibliographie de base pour poursuivre ce sur quoi vous vous êtes intéressé dans le livre. Et donc par exemple pour les futuhat, eh bien en bibliographie j'ai mis un livre de messieurs Sénac et Cressier qui s'appelle Histoire du Maghreb médiéval du 7e siècle au 11e siècle, publié aux éditions Armand Collin en 2012, et qui est un ouvrage universitaire de base pour connaître le Maghreb des premiers siècles de l'islam et donc des futuhat. Et dans ce livre, c'est pour ça que je parle de table gigogne, vous allez trouver une bibliographie encore plus complète, plus spécifique sur les futuhat, c'est-à-dire à la fois les sources, j'avais cité par exemple Ibn Abd al-Hakam, ou les différentes thèses qui ont été écrites sur ce sujet. Donc ça c'est tout l'intérêt du livre, la bibliographie de base qui vous permet de compléter et trouver la bibliographie encore plus affinée relative à tel ou tel sujet. On poursuit notre voyage dans un instant, messieurs. On va faire notre petite pause quotidienne, j'allais dire, puisque France Maghreb 2 est mobilisée à lancer cette grande opération Libérons Moussa. Moussa est cette humanitaire employé par Baraka City, qui était parti, j'allais dire, pour son employeur Baraka City, donc faire un rapport sur cette population des Rohingyas en Birmanie, et s'était ensuite arrêté au Bangladesh pour faire un petit rapport donc de ce qu'il avait vu, un petit point, et c'est là qu'il est donc en prison depuis le 22 décembre, et depuis donc nous sommes mobilisés sur France Maghreb 2, dont voici la minute de Moussa. France Maghreb 2, opération Free Moussa, la minute de Moussa. Et aujourd'hui avec Abdelrahim de Baraka City, bonjour. Bonjour Christophe, salam alaikum à tous. La minute de Moussa, quelles sont les nouvelles pour ce jeudi 21 janvier ? Alors les nouvelles, c'est que les avocats ont déposé une demande d'audience à la Cour suprême de Cox's Bazar, et donc elle a été acceptée, et donc les avocats Maître Boulaki, Maître Achoui, ils vont essayer de se rendre là-bas pour pouvoir plaider le 27 janvier exactement. Donc voilà, donc là maintenant on est en train de travailler sur le fait de pouvoir partir là-bas, parce que c'était quand même assez compliqué. Le premier voyage, le retour il a été difficile parce qu'on nous a mis presque à la porte du pays.
Donc là, on prépare vraiment le jour J pour être là-bas sur place et pouvoir, Inch'Allah, sortir Moussa et filmer ce moment-là qui sera magique pour nous tous. Et on l'espère évidemment le plus rapidement possible. Abdelrahim, on rappelle, donc on continue, on ne lâche rien et on signe la pétition en ligne. On lâche rien, on est tous ensemble et donc pour cette cause de Moussa. Donc la libération, elle est proche, il faut pas lâcher le morceau, quoi. Merci Abdelrahim, nouveau point demain évidemment pour cette minute de Moussa. Merci beaucoup. Merci Christophe, salut à tous. Voilà, en tout cas, et on se tiendra au parfum, au jus évidemment, et guettez bien aussi le Facebook de la radio France Maghreb 2 parce que dès qu'il y a des informations nouvelles, on vous les transmet bien sûr. Alors, on est de retour avec Massassen Charbi qui est avec nous, notre invité pour parler histoire du Maghreb, de l'Algérie, jusque 18h. Alors, peut-être Ousmane, par rapport, je sais que c'est une période qui te tient à cœur, c'est donc l'arrivée des Omeyyades, des Arabes, de l'islam dans cette partie du monde, donc au Maghreb. Peut-être des questions sur ce chapitre. Est-ce qu'il y a d'abord un chapitre assez long qui est consacré justement à cette période importante ? Oui, je pense qu'il a intérêt en plus. Est-ce que je peux me permettre juste une petite nuance ? Oui. En fait, quand on parle de conquête arabe, et c'est toute la complexité de la chose, encore une fois, en fait, une fois que dès les califes bien guidés, la conquête de la Libye a été faite, la conquête du Maghreb qui va suivre à l'époque omeyyade, en fait, va se faire en partie avec des non-arabes et notamment avec des berbères de Libye. Exactement. Et c'est toute la complexité. Et justement, Yves Modérand, antiquisant, qui a travaillé aussi sur les débuts de l'islam au Maghreb, nous explique bien que, par exemple, cette dichotomie que l'on retrouve chez Ibn Khaldoun entre Botor et Baranis, eh bien, en fait, les Botor, ce sont ceux qu'on appelait dans l'Antiquité les morts de l'extérieur, notamment les Libyens, qui étaient pratiquement restés païens, peu christianisés par rapport aux morts de l'intérieur, qui seraient devenus les Baranis, qui étaient christianisés eux. Et les morts de l'extérieur, les Botor, auraient donc participé aux conquêtes islamiques en question. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle de conquête arabe, c'est compliqué. C'est pour ça que j'aimerais, parce que c'est important cette question, et il faut, je pense qu'il y a des investigations historiques beaucoup plus poussées sur cette période-là, à savoir que premièrement, on accuse souvent l'islam de s'être propagé par l'épée. Moi souvent il m'arrive à parler avec des Africains sénégalais, maliens ou autres, en tout cas des Noirs, en disant oui mais vous êtes musulmans parce que vous avez été conquis. Et souvent moi je réponds en disant mais aucune armée musulmane n'a forcé l'empire de Ghana, à l'époque encore présente au moment où nous sommes en train de parler, à se convertir à l'islam. Qu'il y avait eu des musulmans africains dès le IIe siècle, que d'ailleurs l'Éthiopie noire a accueilli les compagnons du prophète et a contribué à ce que l'islam puisse résister, se propager. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a la nécessité d'avoir une lecture à la fois spirituelle, religieuse et en même temps géopolitique. La question du combat, en tout cas dès l'époque du prophète, a été imposée à l'islam si on se tient à l'histoire, pas à la propagande. C'est-à-dire, c'est le combat qui a lieu entre le prophète et les Mécois est provoqué par les Mécois, premièrement. Deuxièmement, il y a des conflits qui vont avoir lieu avec l'empire byzantin et l'empire perse, et ce, dès l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. La sourate At-Tawbah, d'ailleurs, parle très bien de cela. Et la bataille de Mu'ta, où il y a 3 généraux de l'armée musulmane qui vont se faire tuer, montre les premières heures de conflit entre l'empire romain, entre autres, et musulman. La question maintenant qui est posée, c'est la raison pour laquelle ensuite rapidement la défense des territoires et la libération des territoires arabes de l'invasion byzantine, en tout cas de leur point de vue, pourquoi est-ce qu'elle a continué jusqu'en Afrique du Nord, et est-ce que avec le changement de régime, c'est-à-dire l'assassinat de Ali, la venue et la transformation du califat en empire sous Muawiyah, et l'idée de propager l'islam, de mettre en concomitance la propagation de message de l'islam avec la guerre. Comme si en fait l'islam pouvait devenir le moyen idéologique de prouver et d'approuver l'idée de conquérir. Donc il y a toute cette question qu'il faut à un moment donné questionner, et que surtout, est-ce qu'il s'agissait de conquêtes arabes ou il s'agissait de futuhat, c'est-à-dire d'ouverture? Pourquoi est-ce que ce mot ouverture a été choisi et non pas conquête? Moi je pense qu'il y a quand même une idée derrière l'idée que l'islam se propage en ouvrant les cœurs,
Et idéologiquement et sur le plan politique, ceci a été un tant soit peu transformé afin de laisser plus ou moins, grâce à l'islam, la possibilité à des empires de se former. Tout ce qu'on peut dire, pour le résumer simplement, c'est que pour, disons, l'Est du Maghreb, où on avait de fortes populations chrétiennes, certaines vont se convertir à un courant dissident de l'islam qui est l'ibadisme. Oui. Pourquoi ? Entre autres, alors certains ont fait des liens entre le rigorisme de l'ibadisme et le rigorisme du donatisme dont j'avais parlé précédemment, mais aussi il y a le fait que dans l'ibadisme, comme il n'y a pas de différence. Pour être calife, si vous voulez, voilà, il n'y a pas besoin d'être arabe, quraishite, alide ou quoi que ce soit. On peut être noir, perse, berbère et être calife imam. Et ce qui a forcément séduit les populations berbères de l'époque sous domination omeyyade. Par ailleurs, on a des témoignages de persécution à l'époque arlabide notamment, à l'époque omeyyade et à l'époque arlabide. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, au début du 8e siècle, chez les chrétiens, je parle, on a l'exemple de chrétiens qui trouvent refuge, des réfugiés déjà à cette époque, en Germanie, dans l'actuelle Allemagne. On a l'exemple à l'époque arlabide aussi de persécution de chrétiens. Mais pour l'ouest du Maghreb, ce qui est compliqué, c'était une région qui était beaucoup moins christianisée. Et c'est une région qui va s'islamiser sans domination arabe. C'est ça toute la complexité. Sans domination arabe, puisque très rapidement, les Berbères deviennent indépendants des califats islamiques. Donc dès 739-740. Donc les Arabes n'imposent pas l'islam. Enfin, ne force pas des gens à se convertir au risque de les faire jeter au feu ou en prison. C'est toute la complexité, en tout cas pour l'ouest du Maghreb. On peut dire que le gros de l'islamisation se fait à des périodes où il n'y a pas de domination arabe sur le Maghreb. Alors pour ce qui est des foyers de résistance, je vous ai posé la question tout à l'heure par rapport aux Omeyyades, quels ont été les plus grands foyers, j'allais dire, de cette partie de l'Afrique du Nord que vous avez pu peut-être évoquer dans votre livre? Est-ce qu'il y a eu d'abord des foyers qui se sont distingués par rapport à d'autres, des résistances un peu plus importantes que d'autres? Et d'ailleurs un auditeur qui nous envoie ce mail, pouvez-vous, sachant que d'ailleurs l'histoire de Kaina est très méconnue par les Algériens en général qualifiée de tous les noms, nous dit-il, pouvez-vous nous parler un peu en profondeur des raisons qui ont poussé cette reine donc à se rebeller et combattre férocement l'envahisseur? Alors déjà, je vais donner une source bibliographique à l'auteur. Il se trouve effectivement qu'on entend de tout et n'importe quoi sur la Kaina, pour plusieurs raisons que j'aurai peut-être le temps de développer ou pas. L'article de base pour appréhender la Kaina, c'est un article écrit par l'antiquisant dont je viens de parler, Yves Modérand, dans l'encyclopédie berbère que vous trouvez en bibliographie dans mon livre et que vous trouvez les vieux articles, et cet article-là en particulier, gratuitement sur Internet. L'encyclopédie berbère écrite par des universitaires. L'article de référence par excellence, c'est l'article sur la Kaina, que vous allez trouver donc sur Internet. Il faut faire très attention sur la Kaina, puisqu'on a une dizaine de sources à l'époque médiévale en langue arabe et une en langue syriaque sur cette femme. On a beaucoup de mythes. Ouais. On retrouve par exemple chez Ibn Khaldoun, qui cite lui-même un auteur, qu'elle aurait vécu plus de 100 ans. Bon, évidemment, là c'est plus ou moins douteux. Donc, en toute vraisemblance, la Kaina faisait partie, pour reprendre Yves Modérand, de ces morts de l'intérieur, de ces morts, c'est la façon dont on appelait les Berbères à la fin de l'Antiquité, hein, M-A-U-R-E-S, ces morts de l'intérieur, ces morts christianisés, qui vont résister aux conquêtes islamiques arabes. Vous avez vu que c'est assez compliqué. Le terme à choisir, à la fin du 7e siècle. Ouais. Elle va résister donc à partir des Aurès. Et donc encore une fois, l'article de référence Yves Modérand, encyclopédie berbère, vous pouvez le trouver tout de suite sur Internet. Très bien. Ça, c'est pour les foyers de résistance, donc. Eh ben, notamment, vous avez les Aurès, c'est-à-dire ces lieux de forte asabiya, pour reprendre Ibn Khaldoun, de forts esprits de corps, ces lieux éloignés de la civilisation citadine entre guillemets, qui vont être des lieux de résistance aux conquêtes, chez ces morts de l'intérieur, ces morts christianisés. Est-ce qu'on peut parler de colonisation quand on parle de cette période-là, des Omeyyades, de l'arrivée de l'islam au Maghreb? Alors, justement, en fait, Christophe, je vous ai entendu plusieurs fois répéter le fait que l'Algérie avait été un pays plusieurs fois colonisé, longtemps colonisé. Oui.
Alors, il faut savoir que c'est un mythe, hein, Christophe. Je me permets vous de êtes là dire... pour le réparer. Mais d'ailleurs. évidemment, puis j'ai même consacré une phrase à ça Oui, à la fin de livre, mon premier chapitre sur l'histoire de l'Algérie. L'Algérie n'a pas toujours été colonisée. Je me permets juste de répéter, pour répondre directement à votre question, évidemment, que déjà dans l'Antiquité, on avait les royaumes Massile et Massaïcide, les royaumes numides dont j'ai parlé. Ouais. Qu'à la fin de l'Antiquité, avec la décadence de l'Empire romain, on a la renaissance de royaumes berbères, qu'on appelle les royaumes berbéro-chrétiens, dont témoignent encore les Djedar, par exemple, à Tiaret. Et puis, rapidement, en fait, après la conquête arabe islamique du Maghreb, vous voyez, c'est très compliqué. En 739-740, les populations berbères se révoltent. Elles ne répondent plus, dans l'ouest du Maghreb du moins, elles ne répondent plus à l'autorité arabe omeyyade, et elles vont fonder des États, des Émirats suffrites, ibadites. C'est cela, par exemple, l'Émirat ibadite de Tiaret, l'Émirat suffrite de Tlemcen, l'Émirat suffrite de Sijil Massa. Et puis donc vous avez des dynasties qui vont se mettre en place, des dynasties orientales, d'origine orientale, mais qui vont être mises en place par les populations berbères. C'est ça qui est compliqué. Par exemple, à Tiaret, vous avez une dynastie d'origine perse, les Roustémites, qui va être mise en place, ibadite. Puis au Maroc, au 8e siècle, vous allez avoir à la fin du 8e siècle, vous allez avoir une dynastie d'origine arabe, alide, qui va être mise en place, mais par les populations berbères. C'est-à-dire que ce n'est pas une conquête arabe. Et puis très rapidement, en fait, disons à partir du 10e siècle, les Berbères vont reprendre le contrôle total direct du Maghreb, c'est-à-dire que vous allez avoir l'avènement de dynasties berbères cette fois-ci, avec les Zirides Hamadites pour l'est du Maghreb, puis les Almoravides au XIe siècle, puis les Almohades au XIIe siècle, puis au XIIIe siècle avec l'effondrement de l'Empire almohade, 3 dynasties berbères, les Zianides à Tlemcen, les Mérinides à Fès et les Hafsides à Tunis. Dynastie berbère qui, soit dit en passant, il faut rappeler les travaux de Mehdi Ouergat, par exemple, pour l'époque almohade, font usage du berbère. Hein, donc il n'y a pas une arabisation automatique du Maghreb avec les Futuhat. Par exemple, les Almohades au XIIe siècle, qui règnent sur l'ensemble du Maghreb, font un usage officiel, entre guillemets, pour ne pas utiliser un anachronisme, du berbère, parce que c'est la langue sacrée, parce que c'est la langue du Mehdi ibn Tumert. Donc il y a beaucoup de choses à revoir sur cette histoire du Maghreb qui n'a pas toujours été colonisée et dont l'islamisation et l'arabisation s'est faite de façon beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. Je pense à l'islamisation, j'ai parlé des courants concurrents de l'islam qui se sont imposés au Maghreb et qui ont fait que l'islam s'est imposé dans le Maghreb profond, que sont le suffrisme et l'ibadisme dès les premiers temps de l'islam. Vous avez eu aussi le chiisme ismaélien qui va s'implanter au tout début du Xe siècle dans une tribu de la petite Kabylie aujourd'hui arabisée qu'on appelle les Koutama, et ils vont conquérir pour le compte des Fatimides qu'ils vont mettre en place la Tunisie actuelle. Et donc, il va y avoir la fondation du califat fatimide dans l'est du Maghreb actuel. Vous avez plusieurs courants de l'islam, l'almohadisme est même un courant assez particulier de l'islam. Et le malékisme, le sunnisme d'expression malékite, ne va se répandre à partir notamment à partir de Kairouan, l'école kairouanaise, et à partir du XIe siècle avec les Almoravides dans l'ouest du Maghreb, la Mauritanie, le Maroc actuel, jusqu'à Alger. Voire même jusqu'à l'Andalous, ils vont répandre cette école malékite qui est aujourd'hui ultra majoritaire au Maghreb, avec quelques ibadites qui subsistent dans le Mzab en Algérie, à Djerba en Tunisie et dans la Darar Nifoussen, le Djebel Nefoussa en Libye. Mais il faut savoir que tout comme l'arabisation est un processus extrêmement complexe, l'islamisation est un processus extrêmement complexe. Il y a eu plusieurs courants de l'islam qui se sont imposés au Maghreb. Est-ce que vous avez eu des réponses à vos questions, Ousmane, sur cette période justement de l'islamisation du Maghreb? Oui. Dans ce livre qui s'appelle, je rappelle, Algérie, écrit donc par Massalsen Charbi. Quelques réponses. Après, l'objectif de ce livre était de faire un résumé, je pense, et donc et ensuite de donner des sources. Mais là où ce qui est intéressant, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu, moi, je suis musulman, donc ce qui me relie aux Algériens, c'est l'islam. En dehors de ça, franchement, je me serais pas vraiment intéressé. Et je suis très très heureux de partager cette religion avec 1 milliard d'individus qui sont donc mes frères et sœurs. Et donc du coup, l'idée de dire qu'en Indonésie, par exemple, l'islam, là, c'est la majorité des musulmans là-bas. Il n'y a pas une seule armée musulmane qui a mis les pieds là-bas.
La majorité de l'Afrique de l'Ouest est musulmane depuis des siècles. Les premiers venus qui nous ont montré l'islam, c'était des commerçants. Et la plupart des territoires où l'islam est rentré quand même avec les armes, notamment en Andalousie, on sait ce qui est arrivé, ils s'en sont fait expulser. Et donc effectivement, je suis d'accord avec vous qu'il faut avoir un regard beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancé, connaître aussi ce qui sous-tendait les envies politiques de conquête, parce que c'était des gens pragmatiques aussi. Et puis il y avait des rois, des ambitions, des gens qui se faisaient tuer, d'autres qui. Et donc, mais en dessous, mine de rien, l'islam faisait quand même continuer son petit chemin. Et à travers ces différents courants. Ensuite, il y aura les confréries, il y aura les commerçants, il y aura les grands empires et d'autres facteurs que la religion utilisera pour pouvoir pénétrer les populations sur des siècles et des siècles. Donc il est important à un moment donné de ne pas avoir une vision idéologique de l'histoire. Dire par exemple que au fond les pays musulmans en fait avant ils étaient colonisés. Donc souvent les occidentaux ils nous disent pour les côtés positifs de la colonisation, vous aussi vous avez été colonisé, la preuve l'islam vous a colonisé avant. Non monsieur, c'est pas la même chose. La preuve en est que la France n'a pas pu imposer sa religion dans la plupart des pays musulmans qu'elle a conquises, alors que l'islam est quand même resté. Et donc il doit y avoir d'autres raisons, je dis bien d'autres raisons, autres que politiques, qui font qu'on est quand même attaché à cette vision et à cette religion. Alors, pour rappeler encore une fois que déjà les sources abbassides sont idéologisées. Parce que les événements se passent à l'époque essentiellement omeyyade, et les sources abbassides, évidemment, la dynastie concurrente cherche à décrédibiliser les gouverneurs, les acteurs de la conquête durant l'époque omeyyade. Et par ailleurs, attention, la France, durant l'époque coloniale, n'a jamais cherché à christianiser l'Afrique du Nord. Ça s'est fait totalement à la marge, puisque le gros de la conquête, voilà, c'est ça exactement, le gros de l'époque coloniale s'est passé durant la Troisième République, qui n'est pas connue spécialement pour sa christianophilie. C'est vrai. Ouais. Alors justement, on va y venir à cette période de colonisation. Quand je disais coloniser peut-être, et les Turcs, ils sont passés par là aussi. Justement, j'avais posé la question à notre ami parce que la présence turque est complètement. Moi, je la connaissais pas. Je vous dis, c'est très récemment que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, il y avait des Turcs là-bas et que souvent, la lecture que j'en ai aujourd'hui quand j'entends les historiens. Il y a une petite rivalité arabo-turque sur l'affaire qui fait que on a une vision, j'ai l'impression, vous allez me corriger sans doute, un peu anachronique, présentant au fond la présence turque comme étant en fait une colonisation avant l'heure. Alors, c'est un sujet tout à fait complexe et au sein même de l'historiographie algérienne et maghrébine, c'est un sujet qui fait débat. Faut-il considérer cette occupation turque comme une colonisation ou pas? Quelques éléments simplement à rappeler, c'est qu'au tout début du XVIe siècle, à l'époque où se met en place cette domination ottomane, vous avez trois dynasties berbères qui règnent sur le Maghreb, les Ouattassides sur le Maroc, qui sont les successeurs des Mérinides, vous avez les Zianides qui règnent à Tlemcen, et vous avez à Tunis les Hafsides. Et ces dynasties, en tout cas la dynastie zianide à cette époque, en fait, ne domine pratiquement plus que la région de Tlemcen, et tout un tas d'autres cités sont devenues plus ou moins indépendantes de Tlemcen. C'est notamment le cas d'Alger. Il se trouve que les Espagnols, qui ont fait leur reconquista en 1492, commencent à s'implanter sur la côte nord-africaine et ont bâti face à Alger, la cité des Banu Mezrana, du nom de la tribu berbère qui habitait au Moyen-Âge, un fort, le Pénon, qu'on va appeler le Pénon, et un fort qui contrôle Alger. Et le sultan d'Alger, le Shir Toumi, va appeler à la rescousse des corsaires originaires du Barbarousse, de la Grèce actuelle, dont les origines font plus ou moins débat, qui avaient déjà fait leurs preuves dans la Tunisie actuelle, très rapidement, l'aîné de ces frères Barberousse, Baba Arrouj, va tuer tout simplement le Shir Toumi, le sultan d'Alger, va prendre le pouvoir, va aller jusqu'à Tlemcen, va prendre le pouvoir à Tlemcen, mais va se faire tuer par les Espagnols. Et il se trouve que son frère cadet, Khayreddin, va prendre peur, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander protection. Il va demander protection à l'Empire ottoman, et l'Algérie va tomber, si vous voulez, comme un cadeau au sein de l'Empire ottoman. Mais attention, il va y avoir de la résistance. Ouais.
D'abord, je vais lire Warda qui nous dit bonsoir Christophe et bonsoir à vos invités. Avant tout, merci pour ce débat sur l'histoire algérienne. C'est passionnant aussi. Est-ce que vous pourriez répéter le livre? Je vais l'acheter car cela m'a l'air très intéressant et surtout instructif. Merci encore pour ce moment de culture, nous dit Warda. Alors le livre s'appelle Algérie. Assassin Charby, vous me dites si je me trompe. Et les éditions, donc, c'est De Bock. De Bock. Ouais. Voilà, disons De Bock. Il est disponible partout, hein, Assassin, dans le livre. Voilà. Exactement, il est disponible dans toutes les grandes librairies, pour ne pas faire leur pub, Fnac, Gilbert Joseph, librairie de Sciences Po, etc., etc. Et on vous a mis d'ailleurs le livre en photo, hein, sur la page Facebook France Maghreb 2 ou alors évidemment, de il est ce pas. sur Internet. Évidemment, on peut le trouver sur Internet. Alors, une question aussi d'un auditeur qui nous dit, et les Juifs dans l'histoire du Maghreb? Que peut-on en dire? Et les Juifs, évidemment, il y a depuis tout temps, on peut dire pratiquement, il y a eu des Juifs, hein, depuis l'Antiquité la plus ancienne. On trouve d'ailleurs, lorsque vous allez visiter le musée du Bardo à Tunis, vous trouvez des antiquités juives, hein, d'époque de l'Antiquité. Et en fait, donc à l'origine, on trouve essentiellement dans l'Antiquité des populations juives dans l'est de l'Afrique du Nord, hein, la Tunisie actuelle et l'est algérien. Tertullien, qui vit au IIe siècle après Jésus-Christ, en parle, Tertullien, donc, qui vit à Carthage. Ensuite, en fait, à l'époque de l'avènement de l'islam, en fait, on a des juifs qui vont passer de l'Andalousie au Maghreb, et donc la population juive va devenir encore plus importante. Et puis suite, en fait, à la Reconquista et à l'expulsion de populations juives dans différents pays d'Europe, les communautés juives du Maghreb au 15e, 16e siècle vont se raffermir et devenir encore plus importantes. Et vous avez même une quatrième vague pour les populations juives. Vous aviez par exemple les juifs livournais, qui venaient encore s'installer, donc Livourne, hein, en Italie, qui venaient encore s'installer au XVIIIe siècle au Maghreb, en Algérie, en Tunisie. Donc vous avez eu sans cesse des populations juives qui sont venues s'installer au Maghreb. Ce que j'ai bien tenu à rappeler dans mon bouquin, c'est que durant l'époque coloniale, vous avez eu un antisémitisme, mais pas un antisémitisme de la part des indigènes par rapport aux populations juives. Je veux surtout parler de l'antisémitisme des populations européennes par rapport aux populations juives d'Algérie, si bien que le général Bugeaud avait dans un mémoire, le général Bugeaud c'est le grand général de la conquête de l'Algérie, avait mis en place avait parlé de l'idée d'expulser les juifs d'Algérie. Le général Bugeaud, général de la conquête. Et durant l'époque coloniale, notamment autour de l'année 1898, vous avez eu un antisémitisme très fort de la part des populations européennes, des manifestations anti-juives, et notamment Drummond, auteur antisémite fameux, qui va être élu député d'Alger. Et il faut savoir, contrairement à une idée reçue, que par exemple durant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des Algériens, ce qu'on appelle le groupe kabyle des francs-tireurs et partisans, qui par exemple à Paris va sortir un tract appelant à sauver les juifs. Ils vont l'écrire en berbère, en kabyle, parce que comme ça les personnes ne comprenaient. Amarachner, comme nos enfants, pour sauver ces populations-là. Donc il faut bien remettre en cause, nuancer à chaque fois. C'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant et très important, parce que quand il serait bien de le rappeler à certains d'ailleurs. Quand on a les hémorroïdes chroniques et autres Fulkenkraut virales qui touchent une partie de la France, ça fait du bien de rappeler ça, que le monde arabe et le monde musulman de manière générale n'est pas antisémite de nature, et que je l'ai déjà rappelé une fois lors d'un hommage que je devais rendre sur l'anniversaire des morts et des victimes et des martyrs de la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. J'ai indiqué que par 3 fois l'islam est venu sauver l'Europe. La première, c'était grâce à l'islam et l'apport civilisationnel. La deuxième, c'est durant la première et la Seconde Guerre mondiale, quand on parle des tirailleurs sénégalais ou des tirailleurs maghrébins, et que il faut pas l'oublier, on faisait des certificats de conversion pour les juifs pour justement les sauver du régime de Vichy. Et donc, c'est vraiment étrange que d'essayer de faire passer les enfants de ces personnes-là comme étant des antisémites en puissance, jusqu'à faire passer le grand moufti de Jérusalem comme étant l'instigateur principal de la Shoah. Oui, c'est ce qu'on a eu à entendre. L'idéologie fait dire à l'histoire tout et n'importe quoi. Alors je me permettrai juste de mettre en avant parallèle, d'accueillir une question auditeur. Juste en parallèle, d'ailleurs, ce tract, hein, Amarachner, comme nos enfants, diffusé durant la Deuxième Guerre mondiale pour sauver les Juifs.
Vous avez aussi en 1860, alors cette fois-ci c'est un siècle plus tôt, à l'époque de l'émir Abdelkader, à l'époque où il était en exil à Damas, et où il y avait les populations locales s'étaient mises à vouloir massacrer les populations chrétiennes. Eh bien, l'émir Abdelkader, avec les Maghrébins de Damas, va sauver ces populations-là et va en être remercié par toutes les puissances occidentales de l'époque. Donc, il faut bien mettre en parallèle ces deux épisodes. Ville, aux États-Unis qui s'appelle Al-Qader. Alors, elle a porté ce nom avant même cette histoire-là. On va accueillir Milo qui est avec nous au téléphone au 08 92 23 99 50 pour une question. Bonsoir Milo. Bonjour, bonsoir à tous et je suis content d'écouter cette émission aujourd'hui. Ouais. Alors, j'ai deux questions à poser, un peu différentes. La première, c'est l'invasion hilalienne. Alors, je voudrais en savoir un peu plus. Très bien, très bien. Et la seconde, c'est par rapport à... Parce que là, vous écrivez un livre sur l'Algérie, mais quand est-ce vraiment est né l'État algérien comme nation? Oui, avec le nom Algérie, voilà. quoi, c'est ça? Parce que là, on parle de l'Algérie, mais on parle de l'Afrique du Nord en général. Mais l'État Algérie comme nation, pour moi, c'est très très récent, contrairement au Maroc, qui date et un État il y a plus de 15 siècles, tandis que l'État algérien proprement dit avec un État central, avec des frontières et une nation vraiment. Un peu plus tardif. Bon. C'est très tardif. Voilà. Merci Milo pour vos questions. Alors on y va, on y répond. Merci beaucoup pour vos questions. En plus. Donc l'invasion hilalienne, 11e siècle. Que se passe-t-il? En fait, au 11e siècle, vous avez une dynastie berbère, les Irides, qui sont des Senhadja, tribalement parlant, qui sont originaires du sud algérois, mais qui règnent à cette époque-là sur l'Ifriqiya, c'est-à-dire la Tunisie actuelle. Et ces Irides sont les successeurs des Fatimides. Les Fatimides qui étaient partis à la conquête de l'Égypte avec leur fidèle Koutama, cette tribu berbère de la petite Kabylie, aujourd'hui arabisée. Et au XIe siècle, que se passe-t-il? Cette dynastie berbère va renier le chiisme dans les années 1040. À l'époque de Mu'iz ben Badis, elle va renier le chiisme pour reconnaître le calife abbasside sunnite de Bagdad, qui est l'ennemi juré des Fatimides. Qui est l'ennemi juré des Fatimides, les Fatimides cherchant à tout prix à prendre Bagdad. Et que vont faire les Fatimides? Ils vont envoyer des populations arabes qui nomadisaient alors en Égypte, sur le Maghreb. Et ces populations-là vont vaincre les armées irides. Alors, on trouve par exemple chez Ibn Khaldoun que l'armée ziride comptait 30 000 membres et les Hilaliens étaient seulement 3 000, mais pour montrer qu'ils n'étaient pas très nombreux en réalité. Mais avec leur forte à Assabiya, ils vont défaire la dynastie locale. Et ils sont très importants ces Hilaliens. Pourquoi? Parce que par la suite, donc, ils vont défaire les Irides. Cette dynastie va tomber au XIIe siècle. Au XIIe siècle, vous allez avoir une nouvelle dynastie qui va se mettre en place, les Almohades. Une autre dynastie berbère. Et cette dynastie berbère va défaire les Hilaliens à la bataille de Sétif, milieu du XIIe siècle. Mais qu'est-ce qu'elle va faire cette dynastie berbère? Elle va répandre en partie ces Hilaliens dans la plaine marocaine actuelle, qui avait été profondément bouleversée parce qu'autrefois on avait un groupe religieux extrêmement spécifique qui s'appelait les Berrawata, qui avait été détruit, si vous voulez, en tout cas vaincu par les Almohades. Et dans cette plaine marocaine où l'ordre, j'allais dire, de la population avait été remis en cause, ces Hilaliens vont participer à l'arabisation de ces populations-là. Et dans la Tunisie et l'Algérie actuelle, en fait, les dynasties en place, notamment pensons aux Zianides à Tlemcen à partir du XIIIe siècle, vont faire usage des populations hilaliennes. Alors c'est paradoxal, c'est-à-dire c'est d'une dynastie berbère qui, pour faire payer l'impôt à ces populations berbères, va faire usage de populations hilaliennes parce qu'elles ont de fortes asabiya, comme je viens de le dire, un fort esprit de corps. Et donc les populations locales berbères, sous le contact de ces populations hilaliennes, vont s'arabiser linguistiquement parlant. C'est l'arabe bédouin qu'on parle actuellement en Algérie le plus couramment, ce qu'on appelle l'arabe hilalien, l'arabe bédouin, l'arabe avec le ga, Goulou par exemple, je ne sais pas. Et il va même y avoir une arabisation généalogique, c'est-à-dire un certain nombre de tribus berbères vont prendre la généalogie des tribus hilaliennes. Ibn Khaldoun nous donne un exemple avec les Koutama de la petite Kabylie, qui par honte d'avoir adhéré jadis au chiisme,
parce que le pouvoir chiite s'était effondré, que les Koutama avaient résisté alors que les Zirides avaient renié le chiisme. Et une fois que tout le Maghreb était devenu, j'allais dire, sunnite malékite, à quelques exceptions près ibadites, ils avaient fini par avoir honte de leur adhésion passée au chiisme, c'est Ibn Khaldoun qui nous le dit. Et donc, pour faire oublier leur ascendance, ils vont prendre une ascendance chez les Banu Solaym. Les Banu Solaym, c'est dans la même, c'est à la suite des Banu Hilal. Hein. C'est une tribu arabe aussi. Qui est nomadisé aussi et qui est venu au Maghreb vers cette époque. Et donc les Banu Hilal sont extrêmement importants à connaître pour comprendre. Évidemment, j'en parle dans mon livre. Hein, j'ai même consacré toute une partie là-dessus pour comprendre l'arabisation linguistique des campagnes du Maghreb. Sur la question par rapport à la nation algérienne. Oui. Quand est-ce qu'elle est née? Alors. Ça, c'est une question. En même temps, quand est-ce que sont nées les nations européennes? Vous allez voir à la fin du XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. Hein, je veux dire, c'est assez récent aussi, hein, le concept de nation. À partir de quand on a parlé d'Algérie? On parle d'Algérie à partir des tout débuts de la colonisation. Alors, faut savoir que et d'où c'est venu? Alors. Bon, déjà linguistiquement parlant, en Algérie, on ne parle pas d'Algérie puisque c'est du français, et que linguistiquement parlant, on parle le berbère ou l'arabe en Algérie. Donc, comme vous le savez, en arabe classique, Al-Jazaïr, les îles, qui peut signifier aussi bien la ville que le pays. À l'origine, ça ne signifiait que la ville. On a un texte de l'émir Belkader dans lequel il parle du Watan d'Al-Jazaïr dans une lettre qu'il a écrite au Zulema de Fès, et on ne sait pas si ça signifie le Watan d'Al-Jazaïr, la patrie d'Alger, ou la patrie de l'Algérie, l'Algérois, etc. On ne sait pas trop ce que ça signifie. Et que dialectalement, on parle de Dzaïr, qui est un terme peut-être d'origine berbère, en référence à Bolorin Benziri, le fondateur d'Alger au Xe siècle. D'accord. Alors, pour le terme Algérie en français, il apparaît au tout début de la colonisation française, dans les années 1830. Il va devenir, à cette époque, le nom officiel de l'Algérie. Peut-on parler de nation algérienne parce que j'ai compris la complexité de la question de l'auditeur, c'est-à-dire qu'on a des États durant l'époque médiévale en Algérie, dans le Maghreb central. On a même dans l'Antiquité un État, la Numidie, avec les Massils et le Massaïcil. On a les Rostémides de Tiaret à l'époque islamique. On a les Iriles Hamadites, les Hamadites à Bougie, Qalat bin Ahmad, puis Bougie. Au XIe siècle, au XIe, XIIe siècle. On a les Almohades, on a les Zianides à Tlemcen. Mais peut-on parler de continuité entre ces États-là? Y a-t-il un sentiment d'appartenir à une région spécifique, le Maghreb central qu'on l'appelle à l'époque? On n'appelle pas ça l'Algérie, évidemment. Hein. Alger, c'est une ville, j'allais dire moyenne, tout à fait moyenne à l'époque. C'est une question qu'on peut poser, notamment en comparaison du Maroc et de la Tunisie. C'est vrai qu'au Maroc, par exemple, dès le XIVe siècle, à l'époque mérinide, on voit apparaître une conscience d'un pays qui aurait une histoire qui débuterait avec l'arrivée des Idrissides. Évidemment, il y avait une histoire avant, mais on a cette conscience. On a en Tunisie, si vous voulez, une certaine continuité entre les différentes dynasties qu'on n'a pas forcément en Algérie. Mais juste deux choses. C'est-à-dire que par rapport à des gens, des Algéries françaises, je vais dire ça très, très clairement, qui vont vous dire que l'Algérie, ça n'existait pas avant 1830, qu'on est arrivé, il n'y avait aucun État, aucune population, j'allais dire, organisée. C'est faux. On a eu des États extrêmement prestigieux. Pour ne remonter qu'à Massinissa et en passant par tous les États d'époque islamique que je viens de citer, les différents États berbères. Ouais. Mais, donc, il n'y avait pas rien avant 1830. Mais force est de constater qu'effectivement, il n'y a pas de continuité directe entre les Turcs qui règnent à Alger en 1830, les Zianides à Tlemcen, les Hamadites, la Qalat bin Ahmad ou à Bougie. Effectivement. Vous voyez, on peut répondre à cette question en deux parties. D'accord. Donc le nom Algérie est apparu au début de la colonisation française. Algérie en français, oui. D'accord. En français, on va juste prendre des auditeurs qui souhaitent poser des questions, parce qu'ils sont aussi les bienvenus, ils écoutent évidemment, ils souhaitent en savoir plus. Mohamed qui nous appelle de Paris, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir Mohamed, on écoute votre question, allez-y. J'avais une petite question, il en a parlé justement, c'était au sujet de la Qalat des Beni Hamadites. Oui. Et j'ai lu par là que ça se trouve à Msila, que ça faisait partie, c'était un des royaumes d'Algérie jusqu'en l'an 1014, et qui a été transféré après par la suite à Bougie. J'aurais voulu savoir quelques renseignements sur cette période et surtout s'il a des informations sur un village qui s'appelle Sidi Adjeres, auquel ils ont fait un film en Algérie qui a une grande histoire. Et j'aurais voulu savoir s'il a des infos. D'accord, merci Mohamed. Raccrochez, écoutez la réponse. On va juste accueillir Méziane pour une deuxième question. Méziane, bonsoir. Oui, bonsoir. Salam alaikum à tous. Bonsoir. Merci pour une très belle émission d'histoire.
mais bon, j'ai pas tout bien retenu, mais bon. Il faut acheter le livre, Méziane. Acheter le livre. Oui, Inch'Allah. Voilà, moi, ce que je voudrais vous dire, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est que la nation Algérie, elle a été créée à partir du moment où il y a eu l'étoile nord-africaine. Très bien. 1926. On y répond à tout cela. Alors, pour ces deux questions d'auditeurs, moi, j'ai une troisième question troisième. Ah, bah, donc, qui rentre dans. Est-ce qu'il est pertinent de parler est-ce qu'il n'est pas plus pertinent de parler d'histoire du Maghreb tout simplement, puisque les frontières que nous connaissons aujourd'hui en fait sont récentes et que l'histoire ne correspond pas forcément à l'identité nationale telle que nous l'avons aujourd'hui. Je prends l'exemple, par exemple, dans l'Afrique de l'Est que je connais mieux. Quand on parle du Sénégal, c'est quelque chose de récent. Les habitants sénégalais, Mauritanie, enfin la partie noire mauritanienne ou le Mali faisaient partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, qui changeait au fur et à mesure. Donc est-ce que c'est pas le même phénomène que nous avons somme toute dans le Maghreb? Merci Hassan Charbi, essayez de répondre à ces trois questions qui vous ont été posées. Alors je vais répondre à ces trois questions, je vais répondre d'abord à la dernière. Ouais. Oui, bien sûr, mais alors pour avant le XVIe siècle, effectivement, avant que se mette en place la régence d'Alger qui va occuper rapidement le nord de l'Algérie actuelle, la régence de Tunis, l'État d'Alger, l'État de Tripoli et le sultanat du Maroc. Avant le XVIe siècle, on doit parler effectivement de Maghreb et pour l'Antiquité d'Afrique du Nord, en sachant que ces régions ont très souvent ont eu des périodes d'unité sous Massinissa par exemple dans l'Antiquité ou une autre dynastie berbère à l'époque médiévale, les Almohades au XIIe siècle, mais ont souvent constitué au moins trois entités politiques. Et par exemple au Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelait le Maghreb extrême. Le Maghreb extrême, grosso modo le Maroc actuel, c'est ça. Le Maghreb central, grosso modo on va dire le nord de l'Algérie actuelle. Évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça. Et l'Ifriqiya, c'est-à-dire la Tunisie actuelle. Mais vous voyez, comme je vous disais, le Maghreb central c'est une notion qui peut varier, et Maghreb extrême aussi. Par exemple l'Est algérien ou la Tripolitaine peuvent être compris selon les périodes dans l'Ifriqiya. Évidemment tout ça ce sont des reconstructions quand on parle de l'histoire de l'Algérie pour parler de l'Antiquité, etc. Mais il faut bien, j'allais dire, en partant du territoire actuel, donner l'histoire qui existait avant, mais j'allais dire dans des ouvrages plus précis. On va vous parler effectivement sur l'époque médiévale, on va pas vous parler de l'Algérie médiévale, sauf lorsque c'est dans un objectif de comprendre l'Algérie actuelle. Mais quand c'est un objectif de seulement comprendre l'époque médiévale, on va parler du Maghreb ou de telle région du Maghreb, l'Ifriqiya, le Maghreb central, le Maghreb extrême, et la Numidie pour l'Antiquité, la Mauritanie, etc. Pour la Qalat bin Ahmad, effectivement, Qalat bin Ahmad, dans l'actuelle wilaya de Msila, a été fondée au XIe siècle par les Hamadites. Qui sont les Hamadites? C'est une branche des Zirides. Ce sont des Sanahadja, donc une tribu berbère qui vivait dans le sud algérois actuel, qui au Xe siècle va recevoir à l'époque de Bolorine, fils de Ziri, la gouvernance du Maghreb, puisque les Fatimides étaient partis en Égypte. Ils vont laisser en place les Zirides avec Bolorine Ben Ziri, mais très rapidement la dynastie, les Zirides, va se scinder en deux, avec les Zirides à proprement parler, qu'on appelle aussi parfois les Badiciens, qui vont régner sur l'Ifriqiya, la Tunisie actuelle, et les Hamadites, qui vont régner sur le nord de l'Algérie actuelle, avec comme première capitale la Qalat bin Ahmad, puis notamment sous le fait des invasions ilaliennes, ces derniers vont s'installer à Bougie. Et donc la Qalat bin Ahmad va avoir son siècle d'or, disons, au XIe siècle. Voilà. Très bien. Je crois qu'on a oublié une question, mais bon, c'est pas grave. C'est sur le petit village. Ouais, sur le petit village mais en question. Avant de passer à la colonisation, et surtout parce qu'il y a des questions très importantes sur l'actuelle Algérie et ce qui s'y passe, est-ce que si on revenait un peu à des notions clés entre, je parle de l'histoire de civilisation musulmane, entre la Rasabiya et justement l'importance des Bédouins, tel qu'Ibn Khaldoun le dessine dans son livre Al-Muqaddima. Donc les Bédouins, leur Asabiya d'un côté, et l'islam en tant que vision, religion, avec les différentes versions qui existent. Est-ce que le déphasage entre pouvoir exécutif et pouvoir symbolique n'est pas l'une des raisons de ces guerres, de ces conflits perpétuels, au fond, qui naissent depuis la grande fitna entre Muawiya et Ali, dont les racines se trouvent même au moment même où le prophète meurt,
où on privilégie le côté quraishite en disant que sans les Quraysh, jamais les peuples arabes nous obéiront. C'est ce qu'Abou Bakr et Omar et Abu Ubayd ibn al-Jarrah disent lors de leur discussion avec les Ansar, et que ce déphasage et ce principe de dire on va prendre en compte la réalité géopolitique avec les principes islamiques, puis ensuite les principes islamiques vont être utilisés idéologiquement par l'impérialisme obéade, est-ce qu'au fond on n'est pas en train de subir jusqu'à présent ces problématiques? Pour les Qurayshites, c'est l'argument que donne Ibn Khaldoun pour justifier le fait que justement le califat doit revenir à des Qurayshites parce que ce sont ceux qui ont la plus forte asabiya, de. Est-ce que c'est pas une erreur justement d'appréciation de la part d'Ibn Khaldoun? Et justement, il y a d'autres auteurs qui contredisent et qui disent que à leur époque, c'est-à-dire les siècles passants, la asabiya des Qurayshites ne valait plus grand-chose. Les siècles passants. Époque, hein. Et disons que pour le Maghreb, et pas seulement même pour le Maghreb, en fait Ibn Khaldoun distingue la rasabiya proprement parlé, l'esprit de corps, la solidarité tribale, et cette rasabiya peut être doublée par la da'wa, un appel religieux. Oui. Et très souvent on constate dans l'histoire du Maghreb que les deux se confondent. C'est le cas des Almoravides et des Almohades qui vont conquérir, ces deux dynasties berbères vont conquérir des empires. Au nom d'un appel religieux, le malékisme pour les Almoravides au XIe siècle, l'almohadisme, la doctrine d'Ibn Tumert au XIIe siècle pour les Almohades. Et justement, une dynastie comme les Mérinides qui va s'imposer au XIIIe siècle à Fès est une dynastie qui va ne prendre le pouvoir que par sa propre asabiya. C'est une dynastie berbère qui ne doit son pouvoir qu'à son esprit de corps, si vous voulez. Elle n'a pas d'appel religieux spécifique. Elle n'a pas de doctrine religieuse spécifique. Et c'est ce qui va faire que cette dynastie berbère va être en crise. Assez rapidement. Elle n'a pas d'assises. Elle n'a pas d'assises religieuses, et c'est ce qui va amener l'avènement du shérifisme, notamment à partir du XIVe siècle. On va redécouvrir par miracle le tombeau d'Idriss II. Il va y avoir des hallucinations collectives à Fès. Tout le monde va devenir plus ou moins shérif au Maroc et dans l'Ouest algérien actuel, parce que justement cette dynastie berbère n'avait pas de fondement, n'avait pas de da'wa, d'appel religieux, et va promouvoir le shérifisme, c'est-à-dire qu'on va les recenser. On va les exempter d'impôts, on va leur donner un certain nombre de privilèges pour asseoir la dynastie, qui va même chercher un temps à se proclamer califale et faire de Tlemcen d'ailleurs sa nouvelle capitale califale au cœur du Maghreb. Mais donc très souvent les deux sont liés. Quand les deux ne sont pas liés, ça pose un problème de légitimité à la dynastie. Je pose d'autant cette question que d'un point de vue, et je m'arrête là parce qu'il faut passer surtout à l'époque contemporaine, et je pose cette question parce que les questions de nationalisme arabe, les conflits qu'il va y avoir entre berbérité et arabité, entre islamité et modernité, au fond, et je reviens sur la théorie de l'importance des Bédouins par rapport aux sédentaires qui sont beaucoup plus mous dans la vision d'Ibn Khaldoun. Les ruraux par rapport aux citadins surtout. Voilà, les ruraux par rapport aux citadins. Si on rentre, on va d'un point de vue coranique, les Bédouins sont vus d'une manière extrêmement négative. Et justement, les Bédouins sont pas justement les fondateurs des civilisations. Il faut que je vous arrête un court instant, messieurs, pour la pause. Je rappelle, parce qu'on me l'a demandé à plusieurs auditeurs qui nous demandent et qui écoutent depuis tout à l'heure, le livre s'appelle Algérie, tout simplement, disponible aux éditions De Bouek, Massen Cherbi, CHERBI. Voilà, vous pouvez le trouver sur internet et on vous a mis les références aussi sur la page Facebook. Oui, on y revient dans un instant. Il nous restera à peine 5 minutes, messieurs. C'est énorme. On passe au contemporain alors. Très rapidement même. Hein. On va le laisser parler surtout. À tout de suite pour la suite et fin de cette émission. Je pense qu'il y en aura une nouvelle émission de prévue très bientôt parce que il y a encore tellement de choses à dire. France Maghreb 2. Sur 105.FM, à Dijon et toute sa... Le grand forum qui parle histoire aujourd'hui, histoire du Maghreb, on peut le dire. On a été assez large en tout cas et on vous invite vraiment parce que on a essayé d'être le plus large possible, d'aller le plus vite possible. Eh bien, on n'a pas pu respecter le conducteur tellement c'est intéressant et qu'il a fallu, s'arrêter un court instant en tout cas sur des périodes
importantes qui ont fait l'histoire de cette partie de cette Afrique du Nord, dont l'Algérie bien entendu, mais on ne pourra pas aller jusqu'au bout et notamment parler de l'Algérie des temps modernes d'aujourd'hui, quoi, j'allais dire, et s'arrêter. Et je pense que ça nécessitera même une émission entière sur la période de 92, la guerre civile en Algérie, les différents rôles aussi qu'ont eu les différentes personnalités de ce pays. On a perdu d'ailleurs aussi Naït Ahmed qui fait un grand de la révolution algérienne. Mais juste pour finir, peut-être s'il y a des questions d'auditeurs que Sophia peut nous relayer, on les prend évidemment pour ces quelques dernières minutes. On va s'arrêter aussi, si vous le voulez, pour finir, j'allais dire, cette émission consacrée à cette histoire, dont je rappelle le livre Algérie de Massan Selcharbi, que vous pouvez donc procurer partout, dans toutes les bonnes librairies, sur la colonisation, finalement, comment elle est intervenue. Mais peut-être que Sophia a une petite question d'un auditeur ou deux, peut-être sur Facebook. Il y a eu des questions, peut-être? Oui, j'ai Miloud qui nous donne son avis sur notre invité, qui cite toutes les dynasties, sauf la dynastie Ziride, qui a donné son nom à l'Algérie. Ziri, Ziri, Zeyer, Djezeyer. Merci beaucoup, Sophia. C'est justement ce que j'ai dit. J'en ai bien parlé des Zirides, notamment avec l'arrivée des Banu Hilal, Moïse Ben Badis, et j'ai cité justement, quand j'ai parlé de l'étymologie d'Algérie, El Djezeyer, etc., que les Algériens, en arabe dialectal et en berbère, parlaient de Dzeyer, El Dzeyer, et que Dzeyer, en toute vraisemblance, et c'est écrit dans mon ouvrage d'ailleurs, viendrait peut-être de Ziri, justement, Bolorin, fils de Ziri, le fondateur d'Alger au Xe siècle, et le nom de son père, Ziri, qui est le masculin de Thiziri, qui signifie le clair de lune en berbère. Très bien. Une autre question peut-être, Sophia? Non. Très bien. Alors, permet de répondre à ta question peut-être, Christophe? Oui. Juste simplement un mythe sur les débuts de la colonisation, c'est le mythe de la course barbaresque. Ça, vous allez très souvent l'entendre dans un certain nombre de milieux. Dans un certain nombre de milieux qui justifient la colonisation, sans que les gens ne connaissent rien du tout à cette période-là. En fait, la course barbaresque, c'est-à-dire l'époque où vous avez un certain nombre d'Européens chrétiens qui deviennent captifs à Alger et qui ne redeviennent libres qu'en contrepartie d'une rançon. Des personnes qui appartiennent à des États qui sont en guerre avec l'État d'Alger. Eh bien, cette période, elle couvre essentiellement le 16e, 17e siècle. À cette époque-là, le nombre de captifs à Alger aurait varié entre 12 000 et 40 000 entre 1578 et 1684, dans un même moment. Mais là, on est au 16e, 17e siècle. Au 18e siècle, la course périclite totalement. Et ensuite, au début du 19e siècle, l'esclavage des chrétiens est aboli. Et lorsque la France prend Alger en 1830, il n'y a plus que 122 Européens emprisonnés. Par ailleurs, donc le mythe, ça c'est un mythe. Le mythe de la course barbaresque, la France ne vient pas pour mettre fin à la course barbaresque. Par ailleurs, avant 1830, avant 1827, avant le coup d'éventail, la France est un pays ami de l'Algérie. Le consul américain présent à Alger à cette époque fait de la France le pays le plus ami de l'État d'Alger. Et en fait, ce qui va conduire à la prise d'Alger, même s'il y avait déjà eu des tentatives, par exemple sous Louis XIV pour prendre Gigel ou sous Napoléon, c'est un élément qui n'a, à vrai dire, rien à voir avec l'Algérie. Et le coup d'éventail n'est finalement que... Le coup d'éventail, faudrait l'expliquer. Voilà. En 1827, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'Algérie avait exporté, l'État d'Alger avait exporté à la France dans les années 1790 du blé. Du blé que la France tardait à payer, la dette, il y avait eu des malversations, etc. Et en 1827, le Dey demande au consul de France le pourquoi de ce retard. Le consul de France lui répond si mal que le Dey lui soufflette. Donc à l'origine de ce coup d'éventail, en fait, la France devait payer une dette, elle ne l'a pas payée, le Dey s'énerve parce que le consul de France lui parle mal. Et qu'est-ce qui se passe en France à cette même époque? En fait, Charles X, qui est le roi de France, on est à l'époque de la Restauration, est contesté en fait aux élections parlementaires. Le Parlement, à chaque fois qu'il est élu, en fait, est contre le gouvernement de Charles X. Et Charles X cherche en fait avec la prise d'Alger un coup d'éclat, en fait, un coup d'éclat. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que quand la France prend Alger en 1830, avec Charles X, il n'est même pas question à l'origine de rester à Alger. Il est question de rendre Alger à l'Empire ottoman, d'y mettre un nouveau pacha, un nouveau dey. Il n'est pas question de rester. Et le pire dans cette histoire, c'est que justement la conquête coloniale qui va suivre par la suite, et dont on pourra peut-être parler une autre fois, eh bien va se faire plus ou moins par hasard en réalité. Et si vous voulez, les justifications à la conquête coloniale vont suivre les faits. En 1830, quand la France prend Alger, elle n'a même pas l'intention de rester à Alger. Il s'agit juste pour Charles X de s'offrir un coup d'éclat et de prendre le trésor d'Alger, sans plus. Finalement, c'est l'histoire d'une gifle, quoi. Ça s'explique, en tout cas. C'est le départ. Une crise politique, en tout cas, en France, qu'on va régler par un coup d'éclat à Alger.
En tout cas, si vous voulez évidemment en savoir plus, il y a ce livre que l'on vous recommande, bien entendu, qui s'appelle Algérie de Massa Charbi, qui est avec nous et qui sera amené, s'il le souhaite, à revenir pour que l'on puisse continuer, finir notre grande discussion pour être le plus complet possible. Malheureusement, c'est terminé. Merci beaucoup, Massa Charbi, d'être venu jusqu'à notre micro pour faire cette émission, spéciale, consacrée à l'histoire du Maghreb. On a appris beaucoup de choses, j'espère que c'est votre cas aussi. Ousmane, merci beaucoup en tout cas de l'avoir lu et de nous avoir relayé un petit peu ce moment que vous avez partagé avec les auditeurs. Vous revenez-vous demain, Ousmane, on va revenir dans la réalité, de l'actualité, demain avec Tarek Mami. Merci beaucoup, Sophia. Et toi, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas d'aller sur Facebook, ça y est, elle est mise la photo pour le livre, etc. Ah ouais, lisez le livre, mes chers amis, ça nous apprendra à pas parler dans le vent et à connaître, en ce qui me concerne, à connaître quelque chose de bien, fort intéressant, et en ce qui concerne les Algériens, à connaître leur histoire. Et puis on va peut-être l'envoyer à Finkenkraut, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je crois que ce serait bien. Ah, ça serait bien, quand même, qu'ils apprennent quand même que les Zemmour aussi. Les Juifs ont été sauvés, étaient protégés, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Effectivement. Eh bien, ah oui, Zemmour est algérien. Oui, c'est ça. Merci à tous, bonne soirée, merci beaucoup, monsieur Massa Charbi, à très bientôt. Le livre s'appelle Algérie, à vous procurer d'urgence. Et pour, tout simplement, connaître votre histoire, c'est important, elle est occultée aussi bien ici qu'en Algérie, donc ce serait peut-être bien de se la procurer et de pouvoir parler avec des faits, établis. Merci à vous, 18h02, bonne soirée, restez bien à l'écoute de France Maghreb 2. Dans un instant, Medjahed, pour l'heure, le rappel de l'actualité de ce jeudi soir, c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine.